Bonjour à tous. Dans cette présentation, on va parler de l'une des méthodes les plus connues et utilisées en apprentissage, en machine learning, qui s'intitule les arbres de décision. On va plus précisément s'intéresser aux arbres de décision non binaires. Alors, ce travail est réalisé par Istan Ibrahimi, Gay Abdou, Kwaku Edith et Elijah Madouba, tous étudiants en Master 2 au sein de l'ISFA. Pour présenter le sujet, on va suivre ce plan, une petite introduction pour contextualiser le sujet, quelques généralités sur le sujet et on va vous montrer quelques exemples d'arbres de décision. Ensuite, on va parler de quelques algorithmes utilisés pour la construction des arbres de décision, puis un petit exemple sur Python et conclure sur les avantages et inconvénients des arbres de décision. Alors, comme vous connaissez, la prise de décision est un problème central dans les entreprises. Les décisions peuvent concerner différents types d'activités. On peut avoir des décisions commerciales, financières, d'exploitation ou encore d'investissement dans des domaines tels que la médecine, la sécurité, la finance et bien d'autres. L'arbre de décision est une des méthodes de prise de décision les plus reconnues. Elles permettent non seulement de présenter visuellement des informations, mais aussi de les hiérarchiser. C'est un outil qui facilite grandement nos décisions et limite le sentiment de surcharge informationnelle. Alors, proprement dit, un arbre de décision est un schéma ou graphe qui permet de classer les informations et prendre des décisions. Il regroupe en fait sur le même graphique plusieurs choix possibles face à une situation. Il peut également servir à construire des modèles prédictifs automatisés dont les applications peuvent concerner l'apprentissage automatique, l'exploration de données ou les statistiques. Cette méthode est alors appelée apprentissage par arbre de décision et elle s'appuie sur les observations relatives à un élément pour prédire la valeur de cet événement. Euh, Dans l'apprentissage automatique et l'exploration de données, on parle de deux types d'arbres. On a les arbres de régression et les arbres de classification. Les arbres de régression qui sont utilisés lorsqu'on cherche à prévoir les valeurs d'une variable quantitative à partir d'une ou plusieurs variables prédictives ou catégorielles. À partir d'une ou plusieurs variables prédictives, catégorielles et ou quantitatives. On parle là d'un exemple dans ce cas. Ou encore les arbres de classification qui sont utilisés lorsqu'on cherche à prévoir les valeurs d'une variable dépendante catégorielle à partir d'une ou plusieurs variables prédictives, catégorielles ou continues. Par exemple, on peut chercher à prévoir ceux qui vont obtenir leur diplôme à l'issue d'un cursus universitaire ou les clients qui vont renouveler un abonnement. Les composantes d'un arbre de décision. Alors, on a la racine qui est le nœud principal de l'arbre, la variable qu'on va regarder en premier. Et on a les fils de cette racine. En fait, tout ce qu'on voit là, A, B, C, D, E, F, ce sont les nœuds de l'arbre. Donc, le nœud de base, c'est la racine. Et il est relié par d'autres nœuds par des branches. Ensuite, on a les nœuds descendants de la racine et qui ont à leur tour des descendants sont appelés les nœuds internes. Et les nœuds qui sont descendants d'un autre nœud et qui n'ont pas de descendants sont appelés les feuilles ou encore les nœuds terminaux. Donc ça, c'est les composants d'un arbre de décision. Alors, on peut parler de plusieurs types d'arbres de décision. On les scinde ici en trois catégories. On a les arbres dégénérés. Sont des arbres dans lesquels tous les nœuds internes n'ont qu'un seul fils. Ce type d'arbre n'a qu'une unique feuille ou encore nœud terminal. Et ensuite, on a les arbres binaires. Alors, dans ce cas, sont des arbres avec une racine dans lequel chaque nœud a au plus de fils.
On a là le nœud principal A qui a deux fils, C qui a deux fils, et on peut avoir ainsi de suite. Et on a les arbres NR ou encore les arbres non binaires qui eux peuvent avoir plusieurs fils. Donc là on voit que A a trois fils et on peut avoir C avec deux ou trois fils, etc. On présente là quelques exemples d'arbres. On a là un arbre binaire pour l'accord d'un prêt bancaire. Donc en fait, si le candidat a un emploi stable et le candidat possède une maison, on va prêter, on va accorder le prêt. Si le candidat a un emploi stable mais n'a pas une maison, on va prendre une autre décision. Et si le candidat n'a pas un emploi stable, on ne va pas accorder le prêt. Ça, c'est un arbre binaire. Ensuite, on a un arbre ici qui est non binaire pour le cas de médecin. Donc, on a là quatre catégories pour la douleur. Donc, douleur au niveau de l'abdomen, donc c'est de l'appendicite. Douleur au niveau de la gorge, accompagnée d'une fièvre, c'est un rhume. Et douleur au niveau de la fièvre, mais douleur au niveau de la gorge plutôt. Mais pas de fièvre, c'est un mal de gorge. Ainsi de suite, ça c'est un arbre non binaire, on a quatre catégories, vous le voyez. C'est un autre exemple ici, le cas d'un consommateur qui se demande où il va manger ce soir. Il a trois options de cuisine et chaque option de cuisine a trois catégories et chaque catégorie de restaurant et chaque restaurant a deux catégories, soit sur place ou livraison. Alors là, on va parler des algorithmes utilisés pour la construction des arbres de décision. Pour les arbres de décision binaire, on utilise le plus souvent les algorithmes CART, C4.5 ou encore KEST. Et pour la construction des arbres non binaires, on utilise l'algorithme ID3, Shade et C4.5 en fait qui est utilisé pour les deux types d'algorithmes. L'algorithme CART, il est utilisé pour construire des arbres de décision binaires avec deux branches pour chaque nœud de décision. Son principe est le suivant. On considère en fait une population de n individus et p variables qui peuvent être de tout type, continues, discrètes ou encore ordonnées. Les individus doivent choisir une réponse y, i continue. Dans ce cas, l'arbre sera un arbre de régression. Une réponse y, i discrète. Dans ce cas, nous aurons un arbre de classification. La méthode en fait consistera alors à effectuer un partitionnement récursif des données, c'est-à-dire selon une même règle d'application à chaque fois, puis estimer un modèle dans chaque élément de la partition qui constituera alors les feuilles de l'arbre. Le fonctionnement de la fonction de partitionnement en fait utilisée et l'indice de Gini. Alors on va pas détailler ici l'indice de Gini et les autres outils, on va juste présenter les algorithmes. Ensuite on a l'algorithme ID3 qui construit lui des arbres de décision non binaires et considère les attributs catégoriels. Cet algorithme utilise la mesure du gain d'information pour choisir le critère de division. C'est-à-dire en fait qu'il construit un arbre de décision en choisissant l'attribut qui maximise le gain d'information. Le choix de l'attribut est basé en fait sur le critère d'entropie de Shannon. Et il recherche l'attribut le plus pertinent à tester pour que l'arbre soit le plus court et le plus optimisé possible. La principale limite de cet algorithme est qu'il est inadapté au gros volume de données. On a ensuite un autre algorithme, C4.5, qui peut être utilisé pour des arbres binaires ou non binaires. C'est en fait une version améliorée de ID3 et il construit des arbres binaires et non binaires, comme je viens de le dire, et permet de travailler sur les données discrètes et continues. Il prend en compte les attributs en fait numériques ainsi que les valeurs manquantes. On a un autre type d'algorithme, c'est le dernier qu'on va présenter. Shade, il permet en fait de construire des arbres de décision non binaires et est adapté pour l'analyse exploratoire quand l'on dispose d'une grande base de données.
C'est un outil qui permet de mettre en avant la relation entre les variables explicatives et il permet de faire de la régression et de la classification. Les données nominales, ordinales et continues peuvent être utilisées. Pour les problèmes de classification, lorsque la variable dépendante est catégorielle, le programme va faire un test de Ki2 pour déterminer la meilleure division suivante à chaque étape. On va d'ailleurs voir un exemple d'application dans ce cadre. Et pour les problèmes de régression, cas de variable dépendante continue, le programme, l'algorithme donc, va calculer des tests de Fisher. Alors, ce qu'il faut retenir sur ces algorithmes, on les a pas tous développés ici. On a Quest qu'on n'a pas détaillé ici, qui est aussi un autre algorithme qui est utilisé dans le cadre de la construction des arbres binaires. Et on a beaucoup de logiciels, Weka, R, SPSS, ça soit encore Python avec le package scikit-learn. Et là, on a un tableau qui détaille un peu les propriétés de chaque algorithme. Ici, on va montrer un petit exemple en utilisant l'algorithme Shade. Alors ça, c'est une base de données qui va nous permettre de décider si on va aller jouer au golf ou pas en fonction des variables outlook, température, humidité ou encore wind, le vent. Donc par exemple là, si on a un outlook ensoleillé et on a une température élevée, une forte humidité et un vent faible, on ne va pas aller jouer. Par contre, si on a un ciel nuageux, une haute température, forte humidité et un vent qui est faible, on va aller jouer, etc. Alors, on va essayer de construire un arbre de décision en utilisant l'algorithme Shade qui va nous permettre de mieux prendre nos décisions, qui va réduire notre base de données et n'utiliser que les variables qui vont être en quelque sorte importantes pour notre prise de décision, qui vont être les variables significatives en quelque sorte. Donc en fait, l'arbre de décision va enlever les variables qui ne seront pas significatives et nous laisser que les variables qui sont vraiment importantes pour notre prise de décision. Pour ce faire, on utilise donc l'algorithme Shade qui est utilisé pour la construction des arbres non binaires dans le cas où on a des variables catégorielles. Donc son principe est le suivant, on va calculer les Ki2 de chaque variable et la variable qui aura le Ki2 le plus élevé sera la racine de l'arbre. Donc on commence par la variable outlook. Pour la variable outlook, on peut voir qu'il y a trois catégories, Sony, Overcast et Rain. Donc on reprend un tableau avec les trois catégories et pour toutes les deux, on compte le nombre de décisions oui pour la catégorie Sony, le nombre de décisions non pour la catégorie Sony aussi. Donc il y a 2 fois oui, il y a 3 fois non. Pour Overcast, il y a 4 fois oui, 0 fois non, etc. On met là le total et on calcule la moyenne. Donc là c'est la moyenne du total d'un nombre de réponses oui et non, divisé par le nombre de catégories. Donc il y a deux catégories, yes et non. Donc 5 divisé par 2, 2,50. 4 divisé par 2, 2. Et 5 divisé par 2, 2,50. Et pour calculer le Ki2, on utilise cette formule, racine de y moins y prime au carré divisé par y prime, sachant que le y prime désigne la moyenne ici, dans ce tableau, et le y dans le cadre des réponses oui, c'est le 2, et dans le cadre des réponses non, c'est 3. Donc on remplace là, on calcule pour les réponses oui, le Ki2, et pour les réponses non, le Ki2. On va trouver les Ki2 qui sont dans ce tableau. Et pour avoir le Ki2 de la variable, on fait le total, la somme de tous les Ki2 oui et non, pour obtenir le Ki2 de la variable outlook. On a donc 4.092. On fait la même procédure pour toutes les autres variables afin d'avoir les différents Ki2.
Et la variable qui a donc le KID le plus élevé sera la racine de l'arbre de décision. Donc en l'occurrence ici Outlook qui a 4.092. Donc on va voir le début de l'arbre ici Outlook avec les trois catégories Sony, Overcast et Rain. On reprend la base de données pour toutes les fois ici où on a la catégorie Sony. Ici pour toutes les fois on a la catégorie Rain et pour toutes les fois on a la catégorie Overcast. On peut remarquer ici que on a que des décisions oui, alors que dans les deux autres catégories, on a des décisions non et oui. Donc en fait, là, ça nous dit que si Outlook c'est Overcast, on va les jouer. Mais si Outlook c'est Sony, on a des oui et des non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si Outlook c'est Rain, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on va continuer à construire l'arbre. Si Outlook c'est ensoleillé, donc on s'intéresse à l'humidité, la température ou encore le vent. Donc les variables qui sont là. On va calculer ainsi les KID de ces trois variables sur l'option Sony. Et on va voir le KID le plus élevé sera donc la décision qui va suivre. Donc en l'occurrence ici humidité qui est à 4,449. Donc on a la suite de l'arbre ici. Donc si c'est Sony, on s'intéresse à humidité. Et pour humidité, on a que deux options, high et normal. Donc pour high, ici on voit qu'on a que des décisions non. Et pour normal, on a que des décisions oui. Donc ici, on a fini de construire de ce côté. On fait exactement la même chose pour la catégorie rain, qui a aussi des yes et des non, des oui et des non. Et on va obtenir ça dans la suite. Parce que pour wind, on a que aussi deux catégories weak et strong, donc faible et fort. Et on remarque aussi qu'on a à chaque option, on n'a qu'une seule décision possible ici. Donc de ce côté aussi, on a fini de construire l'arbre. On obtient alors l'arbre de décision finale, Outlook. Donc si c'est Sony, on s'intéresse à l'humidité. Ensuite, si elle est forte, on ne va pas jouer. Et ainsi de suite. On remarque ici qu'on n'a plus la variable température. Donc la construction de l'arbre de décision a supprimé la variable température parce qu'elle n'est pas significative pour notre fonction de décision. Donc la construction de l'arbre a réduit la base de données en quelque sorte. On va appliquer cet exemple sur Python pour voir si ça va nous donner exactement les mêmes choses. Là on a un notebook Python qui reprend exactement la même chose. ChefBoost c'est un package pour la construction des arbres de décision. On importe Panda, on importe la base de données. On voit donc ici la base de données. Exactement pareil donc. Et on configure l'algorithme ici Shade qu'on va utiliser. Alors il peut y avoir ici ID3 ou ce qu'on veut en fonction de la nature des données, ce qu'on veut trouver. Et ici on construit l'arbre. Et dès qu'on exécute cette commande, on va retrouver dans le dossier output du notebook exactement ça, une fonction qui reprend l'arbre de décision. Donc si on compare cette fonction à l'arbre de décision qu'on a construit, qu'on vient de construire, on va voir que c'est exactement pareil. Donc ça nous construit l'arbre de décision en 2 clics sur Python. Alors, on conclut sur quelques avantages et inconvénients des arbres de décision. Ils sont simples à comprendre et à interpréter. Les nouvelles options peuvent être ajoutées aux arbres existants, ainsi de suite. Il peut être associé à d'autres outils de prise de décision. Un inconvénient, ils peuvent être très complexes et mal généraliser l'ensemble d'apprentissage. On parle donc là de surapprentissage. Ou encore, ils peuvent être instables à cause des variations des données. Si on a une base de données qui varie dans le temps, forcément l'arbre de décision aussi va varier. Et là, on vous met quelques ouvrages en fait pour approfondir le sujet. Et merci de votre attention.